Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo à propos de la compréhension de l'oral dans toutes les disciplines d'enseignement qui a pour objectif de vous donner des leviers de progrès pour vos élèves dans la compétence comprendre des messages et des discours oraux complexes des évaluations nationales. Je suis Harry Boigniche, IAIPR d'anglais dans l'Académie de Toulouse et vous accompagnerai tout au long de cette vidéo. Rentrons immédiatement dans le vif du sujet et tentons de circonscrire précisément ce dont il est question lorsque l'on parle de compréhension de l'oral. Les attendus de fin d'année en français pour les cycles 2, 3 et 4, couvrant donc les classes du CP à la 3e, sont disponibles sur Eduscol en flashant le QR code affiché à l'écran, que vous pourrez également retrouver en suivant le lien disponible en description de la vidéo. Dans ces documents, sous la bannière langage oral, on peut lire pour l'item de compréhension, repris sous différentes dénominations, proches de écouter et comprendre un message oral, ce que les élèves doivent être capables de faire à la fin de chacune de ces années, que j'ai résumé dans le tableau présenté à l'écran. Avant d'examiner le contenu du tableau en lui-même, il convient d'exposer la logique derrière la représentation graphique. Si l'on peut observer, grâce à l'apparition de la bande colorée face à chacune des thématiques représentées en ligne, l'année de la scolarité de l'élève où il en est fait mention, le maintien de cette bande colorée d'une année sur l'autre peut aussi bien être le signe que la compétence est à nouveau mentionnée l'année suivante, ou bien qu'aucune autre mention de cet item n'apparaît dans les années ultérieures. Le développement de l'attention consiste, en CP, à ce que l'élève prenne conscience puis fasse abstraction des divers distracteurs qui pourraient obérer sa compréhension, pour arriver à une durée d'attention soutenue de 15 minutes à partir du CM2 en passant par diverses étapes. Le développement d'une attention active, où l'élève sait faire des liens entre ce qui est entendu et ce qu'il connaît, en fin de CE1, puis d'une attention constructive, l'élève peut réaliser dès la fin du CE2 des actions sur ce qui est entendu, comme modifier la fin d'une histoire par exemple, puis d'une attention de 10 minutes en fin de CM1. En ce qui concerne la nature des documents, l'année du CM1 doit permettre la prise de conscience de leur diversité, alors que l'élève devra, dès la fin du CM2, être capable d'adapter les stratégies de compréhension déployées en fonction du type de document rencontré. L'élève doit être capable, dès la fin du CP, de repérer ce qu'il a et n'a pas compris et de le mémoriser. À cela s'ajoute, dès la fin du CM2, la capacité à prélever dans les documents des informations précises. Il est également attendu, dès la fin du CP, que l'élève sache établir des liens entre les informations comprises contenues dans les documents et, à la fin du CM2, qu'il soit capable de repérer la façon dont s'enchaînent les dites informations afin de pouvoir être en mesure de les réorganiser en fin de 4e, qui plus est hiérarchiquement en fin de 3e, par la prise en compte de leur importance relative. Selon les attendus, le cycle 4 doit donner lieu à un travail approfondi sur l'implicite contenu dans les documents oraux. L'élève sait, en fin de 5e, identifier la raison pour laquelle le document a été créé, c'est-à-dire sa visée discursive ou sa finalité, et il est, cette même année, sensibilisé aux informations implicites qu'il contient, parvient à les distinguer en fin de 4e, alors qu'elles sont entièrement comprises en fin de 3e. Enfin, le paraverbal, intonation, accentuation, ton, pause, etc., et le non-verbal, gestuelle, posture, mimique, etc., devront être abordés au cours du cycle 3. Conscience de leur existence au CM1, effets identifiés au CM2 et recul autonome sur ces effets dès la fin de la 6e. La tâche est donc vaste et s'étend sur une large partie de la scolarité obligatoire de l'élève. Si les attendus que je viens d'exposer relèvent sur Eduscol de la seule discipline français, on envisage aisément la contribution que toutes les disciplines peuvent apporter chez l'élève à la progression dans cette compétence complexe de compréhension de l'oral. Mais avant d'aller plus loin, il est pertinent de dresser un inventaire des types de messages oraux pouvant parvenir à un élève dans le cadre d'un cours. On distingue ainsi des consignes données par le professeur, des discours de camarades lors d'un travail de groupe par exemple, une leçon donnée par l'enseignant, exposition d'une notion ou d'un concept, définition, etc. Les écrits oralisés, autrement dit des textes lus par l'enseignant, des fictions, comme des extraits de films ou de séries,
des reportages filmés ou des extraits de documentaires, et enfin des monologues ou des dialogues enregistrés. Un tel inventaire à la Prévert ne saurait être réellement utile à un enseignant souhaitant prendre un salutaire recul sur la pédagogie de la compréhension de l'oral au sein de sa classe. Et il convient donc de tenter une catégorisation de ces messages en fonction de critères permettant l'appréhension des difficultés que ceux-ci peuvent poser aux élèves. Si l'on considère tout d'abord le critère du temps de l'énonciation, certains messages oraux sont synchrones, c'est-à-dire qu'ils sont énoncés au moment où ils sont reçus. Les consignes et leçons du professeur, ainsi que les discours énoncés par les camarades. Les fictions, reportages ou documentaires et les enregistrements sont en revanche asynchrones car ils ont été énoncés bien avant leur réception par les élèves. L'écrit oralisé revêt un statut un peu à part, car si son écriture et donc son énonciation est antérieure, l'oralisation se déroule, elle, dans la classe, devant les élèves, et est donc synchrone. Un autre critère de catégorisation, proche du premier mais ne le recouvrant pas totalement, est celui du contexte d'énonciation. Si les consignes du professeur et le discours de camarades relèvent d'un contexte immédiat, c'est-à-dire qu'ils portent sur l'ici et maintenant de la classe, tous les autres messages oraux participent d'un contexte autre, c'est-à-dire qu'ils font référence à des situations et des événements d'un temps et ou d'un lieu qui n'est pas la classe observable par les élèves et dans laquelle ils sont présents. On voit ainsi se profiler une difficulté potentielle au niveau de la leçon énoncée par le professeur, car si celle-ci est bien énoncée dans la classe, donc le temps d'énonciation est synchrone, elle concerne des événements autres que ceux qui se déroulent sous les yeux des élèves. Ce décroché contextuel, alors que l'énonciation reste synchrone, pourrait mettre en difficulté certains élèves à la compréhension fragile. Un dernier critère intéressant pourrait être celui des canaux de réception que sollicite le message oral. En effet, la plupart des messages arrivant à l'élève sont de nature audiovisuelle. Seuls les monologues ou dialogues enregistrés, de type podcast par exemple, ne sollicitent que l'ouïe et privent donc les élèves du soutien d'un canal visuel qui pourrait aider leur compréhension. Ce n'est pourtant pas si simple, car si l'on combine le critère du canal de réception à celui du temps de l'énonciation, on peut distinguer du côté synchrone des messages combinant un canal audio et un canal visuel spontané, c'est-à-dire que le paraverbal et le non-verbal sont ceux de l'énonciateur qui s'agitent face à l'élève, alors que du côté, en revanche, des productions enregistrées, c'est-à-dire asynchrones, les choses sont nécessairement plus complexes, car travaillées et réfléchies en amont est donc potentiellement plus chargé en implicite, qui est moins transparent pour les élèves. Une difficulté additionnelle est posée par les reportages et les documentaires, dont un trait constitutif est la voix off, qui résulte en une non-concordance entre les images vues et ce qui est entendu. S'il n'est pas question pour un professeur d'écarter tel ou tel type de document ou de préserver ses élèves de tel ou tel message oral, il lui sera très pertinent de garder à l'esprit les difficultés que je viens d'expliciter, posées par la combinaison des 3 critères examinés à l'instant. Il apparaît ainsi clairement que le chemin vers la compréhension d'un message oral est semé d'embûches, a fortiori si on compare la compréhension de l'oral à celle de l'écrit, plus simple à de nombreux égards. À l'écrit, les indices visuels sont présents et variés. Majuscules et chiffres bien visibles dans un texte, phrases segmentées de façon évidente par la ponctuation, dispositions, en paragraphe par exemple, et mise en page reconnaissable facilement. À l'oral, en revanche, ces indices, qui n'existent pas dans le cas d'un audio seul, offrent, dans le cas de messages reçus simultanément par les 2 canaux audio et visuels, une perception plus globale et permettent rarement un ciblage d'éléments de détail. Le proverbe bien connu « les paroles s'envolent, les écrits restent » est symptomatique d'une seconde difficulté afférente à la compréhension des messages oraux. Si la matérialité du support écrit permet à l'élève de revenir au texte autant de fois qu'il le souhaite, le message oral, par essence éphémère, ne lui parviendra qu'un nombre de fois très restreint. La possibilité de faire répéter une personne qui parle ou l'opportunité de réécouter ou revisionner un enregistrement sont en effet très limitées. Enfin, et je viens de le rappeler, le support écrit est pérenne, ce qui permet à l'élève de déterminer lui-même sa cadence de travail.
Il peut balayer très rapidement l'intégralité d'un texte ou à l'opposé, passer de longues minutes sur une phrase présentant une difficulté. En compréhension de l'oral, le support défile dans le temps, et c'est donc lui qui détermine la cadence de réception des informations. L'élève doit s'efforcer, tant bien que mal, de courir derrière pour suivre. Un constat se bornant à mettre en lumière les difficultés relevant de la compréhension de l'oral aurait peu de sens, et il convient donc désormais de se pencher sur des pistes permettant sa facilitation. Dans cette optique, je vous propose de prendre un moment pour examiner les processus cognitifs complexes mis en jeu par l'acte de comprendre et vous indiquer comment éviter qu'ils ne soient perturbés. Les éléments que je vais vous présenter ici sont issus pour leur grande majorité de la partie traitant de la compréhension du magistère DGESCO sur les sciences cognitives de l'apprentissage, disponible en libre accès en flashant le QR code affiché à l'écran ou en suivant le lien disponible dans la description de cette vidéo. Arrêtons-nous tout d'abord sur le fonctionnement du processus de compréhension, qui est un système en ce qu'il implique plusieurs instances mentales et processus. Comprendre sous-entend tout d'abord l'existence d'un message qui arrive au sens de l'élève, que ce message soit reçu par le canal visuel ou auditif. Ce message est relayé par un flux nerveux jusqu'au cerveau, où il est pris en charge par la mémoire de travail, mémoire très volatile et soumise à un oubli extrêmement rapide. Elle est également de capacité limitée et accomplit 2 tâches quasi simultanément, le stockage du message qui lui parvient et son traitement. Je vous l'ai dit à l'instant, la capacité de la mémoire de travail est limitée, ce qui implique donc que l'augmentation de l'un des processus se fait mécaniquement au détriment de l'autre. Plus de messages à stocker implique moins de possibilités de traitement, et un message plus complexe à traiter sous-entend qu'une quantité inférieure du dit message pourra être stockée pendant ce traitement. Il existe également une mémoire dite à long terme qui permet de stocker pour réutilisation future les items compris préalablement traités par la mémoire de travail. Des connaissances provenant de cette mémoire à long terme pourront également participer du traitement du message reçu en mémoire de travail. La mémorisation est un levier clé pour la compréhension des élèves car elle prépare la future compréhension de contenus nouveaux et connexes à celui qui est mémorisé à ce moment-là. En effet, après traitement d'un contenu, il peut être mémorisé en étant placé en mémoire à long terme. Lors de l'étude, quelque temps plus tard, d'un contenu nécessitant la connaissance préalable de cet item mémorisé, son rappel depuis la mémoire à long terme viendra alléger le traitement en mémoire de travail, facilitant la compréhension du contenu présent. C'est la raison pour laquelle les progressions qui sont adoptées par les instructions officielles sont spiralaires. Elles construisent en effet la compréhension des items présentés sur la compréhension et la mémorisation des items précédents. C'est également la raison pour laquelle il est profitable de promouvoir des méthodologies transférables, c'est-à-dire réutilisables dans tout type de contextes nouveaux et inconnus. Automatiser non plus des connaissances mais des procédures en mémoire à long terme permettra d'alléger ensuite le traitement en mémoire de travail et augmentera ainsi l'empan de la compréhension d'un élève. Possibilité de davantage de stockage ou de traitement plus complexe. Une première technique pour assurer un apprentissage plus durable consiste, après avoir dressé une liste de ce qui a été vu dans la séance et notamment du lexique spécifique, d'opérer, grâce à un outil de flashcards par exemple, des reprises à rythme expansé, c'est-à-dire séparées par un intervalle de temps toujours croissant. On pourra également, selon la technique de la mémorisation active, encourager la création de liens mentaux chez les élèves à travers des activités appelées génératives. Expliquer le fonctionnement d'un système, que ce soit à l'écrit ou à l'oral, et à destination du seul élève qui réalise cette explication ou qu'elle soit dirigée vers un camarade. Dresser un tableau comparatif des propriétés des concepts étudiés, résumer ce qui a été vu en une phrase clé, réaliser ou compléter un schéma, réaliser une carte conceptuelle qui est une représentation des liens entre des informations autour d'un thème et qui diffère d'une carte mentale par la possibilité d'établir des liens transversaux entre les différentes branches. Choisir un schéma ou un résumé qui correspond le mieux à la situation exposée, ou expliquer si un tel schéma ou résumé est correct ou non, compatible ou non, s'il contient davantage d'informations ou non, etc. Et enfin, inférer d'après un document si une proposition est vraie ou fausse.
Vous l'aurez compris, ce n'est pas simple, et ce système complexe peut être mis en défaut à de nombreux niveaux. Nous avons, il y a quelques instants, évoqué le rôle clé de la mémorisation dans la compréhension future des élèves. Si une connaissance impliquée dans la compréhension d'une notion nouvelle n'était pas installée chez un élève, la possibilité de voir le traitement de la mémoire de travail facilité par un lien avec la dite connaissance en mémoire à long terme serait impossible, augmentant ainsi les ressources nécessaires au traitement, car l'intégralité de ce qui sera présenté serait considérée comme nouveau. Mécaniquement, au vu de la capacité limitée de la mémoire de travail, le stockage serait amputé d'autant, ce qui fait courir à l'élève le risque de laisser passer nombre d'éléments qui lui seront présentés. Dans le but d'éviter cette situation, le professeur s'assurera de la présence des prérequis qu'il a identifiés, notamment en termes de lexique spécifique nécessaire à la compréhension de la notion présentée, en effectuant au préalable une évaluation diagnostique et, selon les résultats de celle-ci, en réactivant ces prérequis à l'aide d'un travail personnel ou bien d'une séance de remédiation par exemple. Il sera également utile de garder à l'esprit la facilitation par le contexte et d'y habituer les élèves. Rassembler les éléments connus pour anticiper sur la suite du cours permet de remobiliser ses connaissances, et accoutumer les élèves à déduire le sens des mots inconnus qu'ils rencontrent en fonction du contexte est souvent une stratégie de compensation profitable. Si le message qui arrive jusqu'au cerveau de l'élève est dégradé, que soit en cause une défaillance de son appareil perceptif ou bien de mauvaises conditions extérieures, la mémoire de travail devra fournir un surcroît de traitement dans une tentative d'établir des liens entre les quelques éléments perçus. Il y a ainsi diminution mécanique de la capacité de stockage de celle-ci, comme nous l'avons vu précédemment, et donc, à nouveau, possibilité pour l'élève de manquer des éléments qui lui seraient communiqués. Afin de parer à ce type de situation, il s'agira, en tant qu'enseignant, de s'assurer au mieux des capacités perceptives des élèves en signalant toute suspicion de déficience auditive ou de troubles visuels. On veillera également à créer les conditions d'une perception correcte en permettant la réception de tout message auditif dans le silence et, dans le cas d'un message visuel, en s'assurant de sa qualité. La luminosité nécessaire au décodage est-elle suffisante? Quelle signifie l'éclairage de la pièce où les élèves lisent un texte? Ou la puissance de la lampe du vidéoprojecteur qui est utilisée au tableau au vu de la luminosité ambiante? De même, la taille de ce qui est lu ou regardé est-elle confortable, qu'il s'agisse d'un support papier ou projeté? Si le message qui parvient à l'élève est trop important, car les informations délivrées sont soit trop complexes ou trop denses, soit parce qu'elles le sont avec un rythme trop rapide, alors il y a grand risque que sa mémoire de travail soit presque entièrement occupée à des fonctions de stockage, ce qui, rappelons-le, se fera au détriment du traitement. Le traitement insuffisant du message stocké obérera forcément la compréhension de celui-ci et, in fine, sa mémorisation. Pour parer à cette situation et ne pas accaparer la mémoire de travail des élèves par des fonctions de stockage, il conviendra que le professeur adapte sa vitesse de parole ainsi que le rythme avec lequel il présente les contenus qu'il enseigne. Il sera également indispensable de décomposer la complexité en scindant les notions complexes en plusieurs étapes simples, en n'oubliant pas d'opérer des vérifications de la compréhension à la fin de chacune de ces étapes. Attention, à cette occasion, d'éviter le biais de maîtrise de compréhension. Ce n'est pas parce que l'on pense en toute bonne foi avoir compris que c'est le cas. Le professeur, au lieu de demander aux élèves s'ils ont compris, leur demandera ce qu'ils ont compris sur la notion qui vient d'être exposée, ou encore d'expliquer tel ou tel aspect qui vient de leur être présenté. Seule une reformulation par l'élève permettra au professeur de s'assurer que les contenus ont effectivement été compris. Enfin, l'enseignant s'assurera de cibler des contenus qui se situent dans la zone proximale de développement des élèves, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas localisés à un niveau par trop élevé pour eux, qu'ils ne pourraient pas atteindre même avec de l'aide. Certains élèves ont des capacités de mémoire de travail réduites, qui peuvent très rapidement être consommées par le fait même d'être attentifs, car cela implique de sélectionner l'information sur laquelle ils doivent se concentrer. À cela s'ajoute un autre risque, celui que fait courir le phénomène d'habituation, qui implique une diminution graduelle de la réponse à un stimulus lorsque celui-ci est répété régulièrement. Ces deux cas de figure résultent en un déficit attentionnel impliquant une surcharge ou une démobilisation de la mémoire de travail autour du contenu présenté.
Sa compréhension en est donc obérée. Les parades que l'on peut opposer au déficit d'attention impliquent deux stratégies. Tout d'abord, celle de l'explicitation de l'enseignement, qui consiste à annoncer en amont les objectifs poursuivis et à provoquer chez les élèves la curiosité initiale grâce à un test de positionnement ou l'exposition d'une problématique ou d'une question à laquelle répondra le contenu présenté. Il sera également crucial d'aider les élèves en dirigeant, dès que cela est possible, leur attention, qui est d'ailleurs plus importante au début, comme le stipule l'effet de primauté qu'ont démontré les sciences cognitives. On focalisera avec profit l'attention des élèves par, à l'écrit, l'emploi de soulignés, d'encadrés, de couleurs variées, de titres récapitulatifs, de légendes dans les schémas, etc. Et, à l'oral, des changements fréquents et signifiants de volume sonore, de prosodie, l'emploi de pauses bien situées, etc. Penchons-nous maintenant sur les méthodologies concrètes qui permettent de promouvoir la compréhension chez les élèves, en commençant tout d'abord par examiner l'aide qu'il est possible de leur apporter lors de l'accès au sens de documents oraux. La grande majorité de ce que je vais vous présenter dans cette partie est issue de ma vidéo « Aborder l'activité de compréhension orale » destinée à des collègues d'anglais que vous pourrez retrouver en flashant le QR code disponible à l'écran ou en suivant le lien en description. Faisons le temps d'un instant un rapide détour par la compréhension de l'écrit, réputée, je vous l'ai dit précédemment, moins difficile pour les élèves. La démarche de compréhension largement utilisée autour d'un quelconque document est celle d'un questionnement enjoignant l'élève à prélever de l'information contenue dans le document, que cette information relève d'une compréhension globale ou plus fine. Les extraits de manuels reproduits à l'écran sont des exemples d'une telle démarche. Les textes sont simples et les questions sans piège. On pourrait donc s'attendre à ce qu'une telle façon de procéder ne pose aucun problème. Pourtant, si l'on y regarde de plus près, il apparaît rapidement qu'il est possible de répondre aux questions posées uniquement si l'intégralité des messages véhiculés par le texte et les questions elles-mêmes a été comprise. Pour s'en persuader, il suffit de retirer la prémisse qui masque la réalité de la difficulté, nommément le fait que la compréhension de documents écrits en français soit supposée acquise sous prétexte que la langue française partagée par tous dans la classe ne pose aucun problème. Pour ce faire, j'ai artificiellement traduit, à l'aide d'un traducteur automatique, les documents présentés dans une langue peu connue, le suédois. Les documents et les questions devenant incompréhensibles, il est impossible d'y répondre et ainsi d'accéder à une supposée compréhension des informations contenues dans les documents. C'est la raison pour laquelle une telle démarche est appelée démarche de vérification de la compréhension, puisqu'une réponse correcte de l'élève permet effectivement de vérifier que le document a été compris, mais qu'elle ne lui permet aucunement de s'en sortir seul si ce n'est pas le cas. Il n'est ainsi pas entraîné à la compréhension. Comment procéder alors pour rendre peu à peu l'élève autonome face à des documents inconnus, a fortiori en compréhension de l'oral, où les indices, je l'ai évoqué plus tôt, sont moins nombreux et permanents qu'en compréhension de l'écrit? Je vous propose la démarche suivante, applicable aux documents oraux comme aux documents écrits, qui est employée en langue vivante. Démarrer avec les élèves par une anticipation du contenu de document. Utiliser son titre et ou une image qui s'y rapporte permettra aux élèves de mobiliser les éléments qu'ils connaissent, c'est-à-dire de rappeler des éléments stockés en mémoire à long terme qui allégeront le traitement en mémoire de travail, tout en facilitant l'entrée dans l'inconnu, car cette étape permet ce que Michel Brossard appelle une opération de cadrage, c'est-à-dire, entre autres, une restriction du champ infini des possibles. Il sera ainsi pertinent de faire émettre aux élèves des hypothèses sur le contenu du document à venir, que l'on confirmera ou infirmera lors du premier contact avec le document lui-même. Poursuivre ensuite avec un cycle qui consistera à demander d'opérer dans le document un ou des repérages, c'est-à-dire d'extraire un ou des éléments saillants accessibles à tous les élèves, même ceux dont la compréhension serait inexistante ou très incomplète. S'appuyer sur ce ou ces repérages nécessairement très partiels pour émettre des hypothèses sur le sens du document. Cette démarche est très pertinente lorsque l'on sait que, d'après des études en sciences cognitives réalisées sur le sujet,
c'est la capacité à réaliser des inférences et donc à échafauder des hypothèses par rapport à l'information partielle à disposition qui est le meilleur prédicteur de la compréhension, bien davantage que d'autres facteurs qui auraient pu apparaître comme plus immédiats, comme le QI ou l'étendue du vocabulaire, également appelé empan lexical. Enfin, confirmer ou infirmer les hypothèses émises en démarrant un autre cycle de repérage qui mèneront eux-mêmes à d'autres hypothèses, etc., etc. L'aspect systématique de cette démarche d'accès au sens, par la sensibilisation et l'exposition répétée des élèves aux divers repérages possibles dans un document et l'émission subséquente et routinière d'hypothèses afférentes dans le but d'élucider le sens du document, sera à l'origine d'un cercle vertueux, car l'automatisation de la procédure, c'est-à-dire son placement en mémoire à long terme, permettra, comme je vous l'ai expliqué précédemment, de libérer la mémoire de travail d'une partie du traitement qu'elle accomplit et donc mécaniquement, selon les besoins, d'accroître sa capacité de stockage ou de réaliser des traitements plus coûteux cognitivement car ils sont plus globaux ou complexes. Mais alors, quel repérage porter à l'attention des élèves lorsque l'on exploite un document oral ? Nous l'avons vu précédemment, la plupart des messages et discours oraux complexes parvenant aux élèves sont audiovisuels. Il s'agira donc d'exploiter les indices véhiculés par les canaux visuels et auditifs pour promouvoir la compréhension des élèves. Commençons par une liste non exhaustive des repérages qu'il est possible d'opérer à partir de ce qui est vu. Le soin apporté par les gens à leur apparence, leur propreté et plus généralement à leur mise peut être la source d'hypothèses quant à leur classe sociale ou bien leur appartenance à un groupe social donné. Leur mimique, sourcils froncés, sourires, larmes et la position de leur corps, recroquevillés au sol ou au contraire debout tête haute et torse bombé, permettront, elles, de déduire des informations sur leur état émotionnel. Des objets à connotation géographique, comme des drapeaux ou des bâtiments à l'architecture reconnaissable, comme des pagodes ou des pyramides par exemple, mais aussi des observations de l'environnement, le type de météorologie présenté à l'écran, la végétation visible, ainsi que la colorimétrie générale de l'image, avec des tons plutôt froids ou plutôt chauds, et enfin l'apparence physique des gens, leur couleur de peau, la forme de leurs yeux, les vêtements qu'ils portent, etc. donneront sans doute l'occasion aux élèves d'échafauder des hypothèses sur le lieu, peut-être le pays précis, mais à tout le moins l'ère géographique dont il est question. L'apparence des personnages visibles à l'écran, aussi bien dans le style des vêtements portés que la coiffure et l'éventuel maquillage, mais aussi les bâtiments et les objets montrés, repérer les couleurs et les matières de ces derniers, ainsi que leur existence même, contribueront à déterminer l'époque représentée, qu'elle soit contemporaine ou plus ou moins datée. La récurrence d'un élément à l'image indiquera très probablement une thématique importante du document, tout comme un changement de couleur dominante dans le document indiquera immanquablement une nouvelle partie de celui-ci, mettant donc en évidence sa segmentation. Enfin, la grammaire de l'image, c'est-à-dire le type de plan donné à voir, ainsi que la présence d'éléments ajoutés comme des bandeaux informationnels par exemple, permettra de supposer le type de document présenté. Un document comportant des plans et cadrages très éloignés de ce qui est observable dans le réel, comme des gros plans extrêmes, des contre-plongées, des travelling compensés, également appelés effets vertigaux, participera sûrement de la fiction. Un autre, présentant des plans s'apparentant davantage à ce qu'un être humain observe au quotidien, avec des plans d'ensemble, des plans visage ou des plans poitrine, des plongées, des panoramiques, comportera très probablement un contenu informationnel. Enfin, la présence de bandeaux surajoutés à un contenu informationnel dénotera sans doute un document de type reportage, alors que les mêmes bandeaux surimposés à un contenu fictionnel classeront presque à coup sûr le document dans la catégorie des making of. Du côté des repérages qu'il est possible de réaliser sur des informations provenant du canal auditif, il est possible de citer le nombre de voix, leur ton et la présence éventuelle d'un jingle ou d'une musique qui pourront permettre d'émettre des hypothèses sur le type du document.
En effet, il y a de fortes chances que 2 voix au ton neutre assorties d'un jingle participent d'une interview radio, que 2 voix au ton animé sinon véhément qui s'interrompent fréquemment soient en train de débattre, qu'une seule voix au ton solennel ou grandiloquent prononce un discours, qu'une voix au ton neutre réalise probablement un reportage, et qu'une voix au ton neutre ou même enjouée accompagnée de musique situe le document comme étant une publicité. La présence de bruit ambiant peut donner une indication potentielle sur le lieu où a été capté l'enregistrement. Si l'on entend des voitures et autres bruits urbains, il est très probable que l'on soit en ville, dans la rue. Si l'on entend des oiseaux gazouiller et des bruits de nature, on est sûrement à la campagne, alors que si l'on entend des applaudissements, on se trouve vraisemblablement dans une salle avec du public. La musique peut donner des indications intéressantes sur la segmentation du document, notamment, mais pas seulement, dans le cas de bandes-annonces cinématographiques. Un changement de musique signifie très souvent une nouvelle partie dans le document et donc un nouveau pan de l'histoire survolé par la bande-annonce. Enfin, la présence de mots répétés assez fréquemment, c'est-à-dire au moins 3 ou 4 fois, donne une indication précieuse sur le sujet du document. Il sera judicieux, pour utiliser pleinement cet indice, de demander aux élèves d'arranger tous ces mots dans une phrase résumée qui pourra être évaluée à l'aune de l'écoute suivante, ou, mieux encore si ce n'est pas évident, d'envisager plusieurs phrases en combinant les mots de façon variée et de choisir la plus adaptée lors de la réécoute. Pour ce qui est des chansons, du théâtre, de la poésie et des discours, il convient de garder à l'esprit que ce sont au départ des textes écrits qui ont vocation à être oralisés et qu'ils ne relèvent ainsi pas du discours spontané. Il est donc pertinent de considérer de tels documents en prenant en compte leur double nature. Ils devront être traités en compréhension de l'écrit tout en utilisant les indices que leur oralisation peut fournir. Ainsi, la tonalité d'une chanson ou le paraverbal, dans lequel, je l'ai dit, on peut retrouver le ton de la voix, la vitesse d'élocution, la hauteur de voix, etc., permettent de déduire une émotion associée au document. Une chanson à tonalité majeure indiquera un sentiment de joie ou d'espoir, alors qu'une chanson à tonalité mineure pourra indiquer la tristesse ou un certain chagrin. De la même façon, une voix plus aiguë qu'à l'accoutumée parlant rapidement à un volume élevé signalera de la peur ou de la colère, alors qu'une voix très lente et posée indiquera une explicitation à un enfant par exemple. Cet aller-retour constant entre repérages et émissions d'hypothèses pour accéder au sens du document n'est pas nécessairement linéaire. Si un seul repérage peut permettre d'émettre des hypothèses, il est également probable que des hypothèses pertinentes puissent être échafaudées grâce à la combinaison de plusieurs repérages, constituant un faisceau d'indices. Il conviendra ainsi certes de réfléchir aux repérages à proposer aux élèves, mais également de penser leur enchaînement et la pertinence ainsi que l'emplacement parmi ces repérages des phases d'émission d'hypothèses que l'on intercalera une fois assez d'indices rassemblés. Une règle générale assez large serait de commencer par le repérage le plus évident dans le document, c'est-à-dire celui qui saute aux yeux, pour se diriger graduellement vers ce qui est moins évident et peut-être même implicite, mais il est difficile de généraliser tant les documents sont divers et les approches potentiellement variées. Il convient de garder en tête que le chemin qui mène les élèves au sens le plus rapidement possible est à privilégier. Il est possible et facile pour tous les élèves d'opérer des repérages, étape qui, je le rappelle, consiste uniquement à dégager des éléments saillants contenus dans le document que tout élève, même celui dont la compréhension est inexistante ou très limitée, peut extraire. Il conviendra donc en priorité de mobiliser pour cette étape les élèves en difficulté car les processus de bas niveau impliqués dans ces opérations ne nécessiteront pas d'efforts cognitifs soutenus et ainsi ne sursolliciteront pas leur cerveau en entraînant une fatigue cognitive qui entamerait leur attention.
Mobiliser ces élèves sur des opérations mentales qu'ils sont capables de mener à bien permettra également d'éviter aux professeurs de se voir opposer une fin de non-recevoir de type, je sais pas, devant le décroché trop grand entre leur niveau de compétence et celui exigé par une tâche trop difficile. Le but additionnel de cette différenciation est de faire prendre confiance à ces élèves plus faibles, en les plaçant de façon répétée en situation de réussite, afin que leur perception de leur propre réponse évolue positivement et qu'ils se hasardent enfin le moment venu à proposer des hypothèses qui viendront contribuer au débat. Il conviendra de veiller à ce que les élèves plus à l'aise ne viennent pas épuiser les réponses possibles avant que les élèves plus fragiles ne puissent intervenir, leur ôtant ainsi toute possibilité de participation. En ce qui concerne les hypothèses, on sollicitera plus volontiers des élèves plus à l'aise car elles font intervenir des processus de haut niveau, c'est-à-dire que l'effort cognitif nécessaire à leur implémentation est intense, aussi bien dans leur émission que lors du débat s'ensuivant que l'on cherche à créer et encourager en classe. Il convient toutefois de conserver à l'esprit l'importance de la dimension motivationnelle dans la participation. En effet, un élève qui a clairement quelque chose à dire offrira sûrement une contribution de valeur au débat sur le sens du document qui est étudié. Ainsi, il sera intéressant de solliciter des élèves qui lèveraient les yeux au ciel ou qui exprimeraient vocalement un avis tranché en réaction à l'intervention d'un camarade, même si la façon de participer est peu diplomate. On peut imaginer par exemple un élève qui rétorquerait « n'importe quoi » à ce qu'a dit un autre. En tout état de cause, le professeur veillera à favoriser l'intercommunication entre les élèves afin qu'ils rentrent graduellement dans une négociation du sens. Pour ce faire, il est important de veiller à éviter deux choses qui briseraient cet élan de communication entre élèves. Il sera tout d'abord crucial de ne pas répéter les productions des élèves pour les relayer à la classe par exemple. Au contraire, il s'agira de demander à un autre élève de réagir à ce qui vient d'être dit en repérant en priorité, comme je vous l'ai expliqué plus tôt, les élèves qui ont clairement quelque chose à dire en réaction à ce qui a été proposé. Si la production de l'élève précédent est inaudible et que l'élève que l'on sollicite pour réagir précise qu'il n'a pas compris ou entendu la proposition faite, l'inviter à se tourner vers le camarade qui est intervenu pour lui demander de répéter ou d'expliciter. Une prise d'habitude en ce sens permettra d'indiquer aux élèves qu'il est attendu qu'ils soient en position active, prenant à leur compte les échanges se déroulant en classe, contrairement à un cours ping-pong où la parole ferait un aller-retour constant entre un élève et l'enseignant, car celui-ci ramènerait par la répétition tout échange à lui-même. Il sera également essentiel de ne pas sanctionner, que ce soit positivement avec « bravo »,« très bien »,« excellent » ou négativement avec « non, pas du tout », les productions d'élèves, mais plutôt de s'ingénier à relancer le débat de façon minimale en demandant à d'autres élèves ce qu'ils pensent de ce qui a été dit ou s'ils ont d'autres idées quant à la signification du ou des repérages effectués. Le professeur étant dans la classe en position d'autorité et de savoir, une quelconque sanction de ce qui est dit mettrait instantanément fin à tout débat à son propos. Ce mode opératoire à adopter lors des phases d'émission d'hypothèses place de facto le professeur en position de chef d'orchestre. Il distribue la parole davantage qu'il n'expose ou ne se prononce sur du contenu. Attention toutefois à ce que le débat ne s'éternise pas. Si c'était le cas, les hypothèses correctes que l'on veut faire émerger lors du dit débat pourraient être mises de côté au profit d'alternatives plus fantaisistes et moins cohérentes. Pour éviter cela, il suffira, toujours sans sanctionner ce qui est dit, de passer à l'étape suivante du cours, possiblement une récapitulation de ce qui a été compris grâce à ces repérages et hypothèses. Il est implicitement saisi par les élèves que la solution proposée est satisfaisante si le cours avance. Après avoir examiné la façon d'aborder un message ou discours oral issu d'un document rapporté, il est maintenant temps de nous pencher sur les messages oraux délivrés par le professeur lui-même. Ces messages sont par définition très éphémères et de ce fait leurs caractéristiques sont assez peu étudiées.
Il est pourtant crucial d'avoir conscience des mécaniques et processus mentaux potentiellement à l'œuvre chez un élève lorsqu'il écoute son enseignant, afin de pouvoir adapter le discours qui lui parvient pour soutenir au mieux sa compréhension. Il convient tout d'abord, dès que l'on aborde les messages oraux impartis par l'enseignant, de revenir à la catégorisation des types de messages qui avaient été opérés en début de vidéo, notamment en termes de contexte d'énonciation. En effet, s'il y a bien un seul et même énonciateur, nommément l'enseignant lui-même, ces paroles peuvent relever de deux contextes d'énonciation possibles qui impliquent un langage très différent. Lorsque le message de l'enseignant est enraciné dans un contexte immédiat, comme lors de consignes par exemple, il peut s'appuyer sur les ressources classiques relevant de l'interlocution, c'est-à-dire du fait de se parler. Ce qui est dit est ancré dans l'ici et maintenant et peut être soutenu par des gestes déictiques, autrement dit de monstration, qui désignent des objets ou des personnes visibles. Enfin, le message délivré est dynamique en ce que l'enseignant peut adapter ce qu'il dit aux réactions de son interlocuteur. Le type de langage utilisé dans ce contexte est davantage spontané, présentant des phrases plus courtes, voire inachevées, ainsi qu'un lexique plus restreint. Lorsque le message de l'enseignant relève d'un autre contexte, comme dans le cas d'une leçon par exemple, il convient d'être extrêmement vigilant, car si l'énonciateur reste toujours l'enseignant, et donc que ce message ressemble au précédent, il y a pourtant décrochage de l'énonciation partagée et il convient donc de formuler cela explicitement afin que les élèves les moins attentifs ou performants en compréhension en soient avertis et puissent adapter leurs processus mentaux en opérant une translation mentale vers les notions et concepts exposés. L'enseignant s'efforcera dans cette optique de circonscrire le périmètre de son discours pour permettre aux élèves de cadrer, c'est-à-dire de restreindre l'étendue des possibles, et d'anticiper, c'est-à-dire de mobiliser ce qui est déjà connu et donc stocké en mémoire à long terme. Le langage utilisé à cette occasion sera immanquablement plus précis et il sera extrêmement utile de reprendre sans relâche, dès que l'occasion se présente de le faire, la signification des connecteurs logiques afin de soutenir la compréhension de phrases longues et complexes. De même, il est fort à parier que le lexique utilisé à ces occasions sera plus précis et le professeur s'assurera donc de la maîtrise des prérequis quant au lexique spécifique qu'il mobilisera dans ce contexte. Il est également crucial d'avoir conscience d'un autre aspect du discours du professeur. Afin de le mettre en évidence, la transcription d'un exemple de début de cours de SVT s'affiche maintenant à l'écran. Je vous invite à appuyer sur pause afin de vous laisser le temps de lire cette transcription. Si l'on analyse maintenant la teneur des propos tenus par l'enseignant, en colorant les diverses catégories, il est très rapidement évident que divers types de discours sont enchâssés les uns dans les autres, ce qui aboutit à une parole intriquée, peu compréhensible des élèves, notamment de ceux en difficulté. Ainsi, afin de soutenir leur compréhension, on veillera à séparer au mieux les divers types de discours, comme les consignes, les rappels à l'ordre, les contenus de cours, les définitions de lexique spécifique, etc. et à préciser explicitement le type de discours avant qu'il ne soit émis. Il pourra également être pertinent d'accompagner le changement de type de discours d'une variation dans la prosodie, changement de volume ou d'intonation, insertion d'une pause par exemple, et ou d'une gestuelle convenue installée en ritualisation avec les élèves, n'importe quel geste iconique fera l'affaire dans ce contexte. Jean-Michel Zakhartchouk, enseignant et chercheur en didactique, propose deux critères de classification des consignes formulées par les enseignants. Celui du nombre d'actions requises pour effectuer la tâche. Une consigne simple nécessitera peu d'actions, alors qu'une consigne complexe indiquera une longue suite d'actions consécutives, ainsi que celui de l'intensité du guidage, une consigne ouverte impliquant un guidage très lâche, alors qu'une consigne fermée supposera un guidage très serré.
Il est ainsi possible, pour des élèves présentant des difficultés de compréhension, de déduire le type de consignes à éviter et celles à privilégier. En effet, les consignes ouvertes complexes sont à éviter absolument, car elles présentent une difficulté importante, notamment par le fait que le rappel sans aucun guidage des trop nombreuses actions qu'elles impliquent peuvent provoquer une saturation et ou du découragement chez l'élève en difficulté. Il pourra également être pertinent d'éviter les consignes simples ouvertes, car l'absence de guidage ne permet pas la sécurisation des élèves présentant des difficultés de compréhension. On sera également extrêmement vigilant sur les consignes fermées complexes qui, même si elles présentent un guidage serré et sécurisant pour l'élève en difficulté, pourraient saturer le stockage en mémoire de travail au vu de la quantité d'informations reçues lors de la formulation. Il conviendra ainsi de privilégier, si l'on veut s'assurer d'embarquer tous les élèves, les consignes simples fermées, qui n'occasionnent pas de débordement du stockage au vu du peu d'actions qu'elles impliquent et sécurisent les élèves par un guidage fort. Toute tâche complexe gagnera, avant d'être assignée telle qu'elle, à être décomposée en une succession de consignes simples fermées, à même de soutenir la compréhension d'élèves en difficulté, ce qui pourra les préparer graduellement à moins de guidage et davantage d'autonomie. Il est essentiel, je vous l'ai expliqué précédemment, de rendre la consigne visible dans le flot du discours enseignant, mais il est également tout aussi important de ritualiser sa formulation en prêtant tout d'abord grande attention aux verbes d'action utilisés que l'on mettra en exergue au début de la consigne en l'accompagnant d'indices prosodiques, volume et hauteur de voix plus élevés par exemple, ainsi que gestuel, un geste iconique indiquant aux élèves qu'un surcroît d'attention est nécessaire sera utile à cet effet. Il sera également aidant de choisir un temps et un mode pour ce verbe d'action et de s'y tenir. Il s'agira ainsi de décider si l'on s'adressera aux élèves en demandant de déduire à l'infinitif, ou bien déduisez à l'impératif, ou encore vous déduirez, ou bien vous allez déduire en utilisant le futur. Le professeur s'assurera également de la compréhension des actions participant du lexique scolaire en différenciant les verbes appelant un geste graphique comme souligner, encadrer, relier, surligner, etc. de ceux impliquant une opération mentale comme justifier, classer, observer et déduire que nous avons cité précédemment. De ceux impliquant enfin une conduite langagière comme écrire, désigner, expliquer, expliciter, etc. En outre, la matérialisation des liens logiques à l'intérieur des consignes par des connecteurs fixes dont l'enseignant s'est assuré de la compréhension est un facteur d'aide supplémentaire. Ainsi, il sera par exemple judicieux d'employer systématiquement le connecteur donc pour expliquer l'idée de conséquence et non d'alterner avec ainsi, par conséquent ou d'autres variantes. J'espère que cette vidéo vous aura apporté un éclairage utile sur la façon de promouvoir la compréhension de l'oral et vous aura aidé à prendre conscience de l'existence de stratégies transférables à mettre en œuvre avec vos élèves qui auront pour résultat de développer leur autonomie face aux messages et aux discours oraux complexes. J'aurai plaisir à vous retrouver pour d'autres vidéos. Au revoir et à bientôt.